Bonjour, en ce mercredi 21 juin, notre invité ce matin est Mathieu Bourrette, il est procureur de la République à Reims. RCF Reims-Ardennes, Jean-Pierre Benoît. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour Monsieur Benoît. Merci d'être avec nous, avec Alexis Claudretz qui est avec nous ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Monsieur le procureur, bonjour à toutes et à tous. Un entretien que vous pouvez également retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux en vous rendant sur la page Facebook @RCF Reims-Ardennes ou le Twitter @RCFRA ou directement en ligne sur YouTube également. Alors, Monsieur le procureur, Mathieu Bourrette, vous êtes à Reims depuis 7 ans et on sait que vous allez bientôt quitter la Cité des Sacres. Sans revenir sur votre parcours personnel, on peut dire que ça a été quand même pour vous un moment important et vous avez vécu quand même de moments importants et intéressants à Reims. Ce qui est important, c'est pas ce que j'ai vécu. Ce qui est important, c'est la manière dont la justice a pu traiter au service du justiciable les affaires qui ont été données au parquet de Reims et la manière dont celui ou celle qui aura à me succéder aura à les traiter. Monsieur le procureur, avec Alexis Claudretz tout à l'heure, on entendra un certain nombre de témoins, de témoignages tout au cours de cette émission spéciale jusqu'à 7h28 et puis 8h28 tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'en tout premier lieu, monsieur le procureur, car c'est un sujet qui a touché l'Église catholique, ce sont les abus sexuels dans l'Église. Vous-même, vous avez été en lien étroit avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais aussi président de la Conférence des évêques. Vous avez travaillé avec lui et c'est un sujet quand même très important qui a marqué ces dernières années. C'est un sujet sur lequel il y a eu une écoute extrêmement forte de la part de l'archevêque de Reims et sur lequel nous avons travaillé effectivement de concert et nous continuons à travailler dans une double dynamique, celle des signalements, la facilité, la simplicité, la systématicité du signalement. Et je dois dire que nous avons eu un certain nombre d'affaires, la plupart anciennes, à travailler, à traiter. Et nous traitons même les affaires les plus anciennes, même les affaires qui étaient susceptibles d'être prescrites pour entendre les victimes, les plaignants, pouvoir les accompagner et apprécier si les faits sont effectivement d'une part prescrits et si d'autre part il n'y aurait pas d'autres faits qui eux ne le seraient pas. Et puis nous avons également travaillé dans le domaine de la prévention, là aussi de manière très volontariste avec l'archevêque. Vous avez rencontré des prêtres, des enseignants, vous avez travaillé avec eux ? Avec mon adjointe, Madame Delorme, nous avons pu, au cours de ces 2 dernières années, d'une part, informer, sensibiliser, éclairer les personnels religieux sur la question du secret de la confession, du secret de la confidence, de l'obligation qui pouvait, dans un certain nombre de cas, être la leur, de nous informer, de nous renseigner sur ces faits d'abus sexuels. Nous avons fait le même exercice avec les chefs d'établissement de l'enseignement catholique l'année dernière et nous poursuivrons. Nous aurions souhaité pouvoir le faire dans le courant du premier semestre, ça ne sera pas le cas, mais ce sera fait prochainement avec les personnels qui encadrent les week-ends, les mercredis après-midi ou pendant les périodes estivales, les jeunes pour avoir et donner le même type d'informations. Rappelons à nos auditeurs ce matin que notre invité est Mathieu Bourrette, le procureur de la République à Reims. Alexis Claudretz, on va revenir sur un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis. D'ailleurs, à propos des abus sexuels, qu'est-ce que vous proposez ce matin ? Effectivement, notamment lors du volet formation, lorsque la convention avait été signée, c'était le 22 novembre 2021. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et monsieur le procureur étaient réunis côte à côte. C'est passé à la maison diocésaine Saint-Sixte de Reims, dans la salle de réunion. Et justement, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort revenait lui aussi sur l'importance de signer cette convention avec monsieur le procureur. Ce volet formation, c'est une initiative du procureur M. Bourrette, dont je lui suis moi très reconnaissant, parce qu'il me paraît effectivement très important. C'est pour ça que j'ai voulu que nous signions ce protocole aussi devant les membres de mon conseil, parce qu'il est très important que ce ne soit pas simplement une relation entre l'évêque et le procureur, mais disons entre le diocèse et le parquet, parce que tout le monde peut être concerné à différents niveaux. Des gens qui travaillent dans l'enseignement catholique ou qui s'occupent du catéchisme ou des scouts peuvent être soit témoins, soit recevoir des confidences qui peuvent les amener à un signalement. Et il faut, je crois, arriver à démythifier le fait du signalement parce que ça fait peur à tout le monde.
Donc sans entrer dans une société de la délation, il faut que nous entrions dans une société de la responsabilité partagée de ce point de vue-là. C'était Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui d'ailleurs salue votre investissement dans cette formation, car on voit que dans l'Église en particulier, dans l'Église diocésaine, les gens sont quelque peu démunis. C'est un travail collectif, comme l'archevêque l'a indiqué, un travail collaboratif, où il est important de démythifier un certain nombre de choses, de pouvoir mieux se connaître et de connaître le cadre légal dans lequel chacun peut ou doit intervenir. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, que nos auditrices et auditeurs posent souvent. Comment pouvoir appréhender une question, sachant que parfois, certains faits datent de 20, 30, 40 ans. Ceci n'excuse rien, mais quand ça date de 40 ans, c'est un petit peu difficile, monsieur le procureur. Comme je l'ai indiqué, nous faisons des enquêtes sur tous les signalements, y compris sur les faits qui auraient une ancienneté telle que celle que vous venez d'indiquer. La loi, d'ailleurs, a évolué depuis une trentaine d'années sur ce qu'on appelle les règles de prescription qui nous permettent d'enquêter, même pour des faits qui sont très anciens. En revanche, évidemment, les éléments de preuve sont souvent beaucoup plus ténus en termes de témoignages, d'éléments matériels, mais nous faisons au mieux dans le cadre légal qui nous est donné pour essayer, puisque c'est bien la seule chose qui nous intéresse, de pouvoir appréhender la réalité des faits. Autre sujet majeur dans l'actualité, ce sont les questions de violence. Les violences en général. D'ailleurs, ce week-end, il y a encore eu des incidents graves à Reims. Effectivement, depuis quelques semaines, nous connaissons un certain nombre de faits extrêmement graves, meurtres, assassinats, tentatives de meurtre, dans des contextes qui sont très différents. Mais je reconnais que on en est à un nombre extrêmement élevé, avec une thématique qui revient, ou plus exactement deux thématiques qui reviennent, mais une qui me paraît très complexe, c'est-à-dire la problématique de la psychiatrie ou des déséquilibres réels ou supposés d'un certain nombre de mises en cause. Même si vous ne voulez pas et vous ne souhaitez pas évoquer des affaires précises, on se souvient de l'infirmière du CHU et les questions liées à la psychiatrie. On dit qu'on manque de psychiatres en France. Quel est votre sentiment, non pas sur le manque de psychiatres, mais sur le fait qu'il y a quand même un problème, des gens peut-être en liberté qui ont des problèmes psychiatriques? Je pense qu'il est extrêmement difficile de suivre les personnes qui ont des déséquilibres, des difficultés, qu'il n'est pas non plus évident de pouvoir anticiper l'avenir en la matière. Vous l'avez dit, la question des moyens est une question qui est également sur la table. Nous avons besoin du personnel médical, nous avons besoin de l'éclairage de ces spécialistes, des psychiatres, et nous continuons à travailler avec eux là aussi en bonne intelligence. Nous faisons très souvent appel à eux et nous nous appuyons sur leur analyse et leur expertise. C'est un des éléments importants qui nous permet d'orienter les enquêtes pénales et les orienter avec d'autant plus d'importance que les sujets sont lourds. Dans cette question de l'infirmière qui a été tuée, peut-être ne pouvez-vous pas évoquer directement le sujet, mais le prévenu, enfin celui qui est suspecté très, très lourdement, il est où à l'heure actuelle, monsieur le procureur ? Comme je l'avais indiqué dans le cadre des communications initiales au moment de l'ouverture d'informations, et en respectant la présomption d'innocence, c'est une personne qui a été placée en détention provisoire, qui l'est toujours actuellement, mais qui fait aussi l'objet d'un suivi psychiatrique lourd. Alors parmi les sujets que vous évoquez souvent à propos des violences, ce sont les violences intrafamiliales et en particulier qui concernent les mineurs. Les violences intrafamiliales concernent les problématiques de violence conjugale et malheureusement nous enregistrons toujours un nombre extrêmement élevé de violences conjugales, et vous savez que nous travaillons là aussi avec un certain nombre de partenaires avec lesquels nous avons quasiment une vingtaine de modalités de prise en charge des auteurs et des victimes à chaque stade de la procédure, et depuis plus de 5 ans, nous avons également orienté nos efforts sur la prise en charge des mineurs victimes, et nous sommes d'ailleurs une des juridictions expérimentatrices d'un nouveau dispositif qui s'appelle le plan d'accompagnement des mineurs victimes d'infractions, qui a été lancé il y a quelques jours sur Reims pour une année. Est-ce que vous voyez une évolution, une augmentation de ces violences intrafamiliales ? Je vois un niveau toujours extrêmement élevé de ces faits.
liées pour partie à la libération de la parole, mais pour partie uniquement, mais liées aussi à des comportements de plus en plus irrités, de plus en plus violents, verbalement, physiquement. Encore une fois, dans tous les milieux sociaux, tous les âges, avec un abaissement des âges des mises en cause. La problématique de la prise d'alcool et ou de produits stupéfiants est également une problématique importante en la matière. Un des points forts du parquet, Mathieu Bourrette, c'est aussi de créer du lien avec différentes structures, un peu comme on l'a vu par rapport aux abus sexuels dans l'Église et les liens avec le diocèse. On vous a vu aussi avec le parquet de Reims créer des liens avec la Maison des femmes, par exemple, pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales, les familles, etc. C'est important aussi de lier du lien, de mailler le territoire comme ça. On ne peut strictement rien faire seul et encore moins réussir seul. La justice a besoin des partenaires. Les premiers partenaires sont les forces de l'ordre, les seconds partenaires sont la défense. Les avocats sont évidemment des partenaires importants, même si on peut être en désaccord sur un certain nombre de points dossier par dossier. Les partenaires associatifs, les collectivités locales, le monde du privé est aussi un partenaire fort. Et oui, nous avons depuis bien longtemps ouvert les juridictions pour nouer un certain nombre de partenariats. La Maison des femmes, qui elle-même regroupe un certain nombre d'intervenants, en est un, et on a été heureux de pouvoir accompagner sa réflexion et son ouverture. Émission spéciale donc ce matin pour celles et ceux qui nous rejoignent sur RCF avec Mathieu Bourrette, procureur général de Reims. Vous êtes gentil, mais je ne suis encore que procureur. Procureur, pardon. Alors j'ai peut-être anticipé. En tout cas, monsieur le procureur, vous avez évoqué l'alcool et on peut évoquer la drogue parce qu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit tous les jours des ravages de l'utilisation chez les jeunes de produits stupéfiants. Alors que faire ? C'est un sujet national qui dépasse Reims, international. On voit même les drogues aux États-Unis, les types de drogues qui sont en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, y travailler de la manière la plus objectivée possible. La réponse judiciaire et la réponse pénale est un biais, est un élément. Ça n'est absolument pas le seul. Vous avez parlé des ravages. Ces ravages, ils sont médicaux, ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont pénaux. Et là aussi, il y a un gros travail qui est fait avec de multiples partenaires, que ce soit la préfecture, les associations, la ville de Reims, et d'autres structures. On peut penser à l'éducation nationale également. Nous luttons à la fois sur la problématique des consommateurs, avec des procédures simplifiées, avec des mesures alternatives, et la problématique du démantèlement des trafics, que ce soit des trafics de petit niveau ou des trafics de plus grande envergure. On parle beaucoup d'économie souterraine en la matière. Je considère, moi, que l'économie est de moins en moins souterraine dans ce domaine-là, tant finalement il y a quelque chose de visible dans les trafics. Mais paradoxalement, s'il y a quelque chose de visible, il y a également quelque chose de très silencieux, puisqu'on constate qu'il y a très peu de remontées d'informations auprès des services de police ou de gendarmerie, et parfois on ne peut que regretter cette loi du silence. Autre question, monsieur le procureur, à propos du harcèlement. C'est à la une de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale est intervenu encore il y a quelques jours en lançant un nouvel appel. Et les questions de harcèlement se multiplient. Et est-ce que vous les avez relevées vous-même ? Est-ce que vous avez noté une augmentation ? Est-ce que vous êtes interpellé sur ces questions ? L'un des drames du harcèlement, notamment du harcèlement à l'école, c'est à la fois le silence des victimes et le fait que le dispositif du harcèlement, surtout quand il passe par les réseaux sociaux, les boucles Snapchat, exclut les adultes et les parents qui ont beaucoup de mal à se rendre compte de l'existence de ce harcèlement. La politique pénale prévoit aussi la politique de prévention de la délinquance. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je vous disais tout à l'heure, qu'on travaille depuis plus de 5 ans sur la problématique des mineurs victimes d'infractions. Et mon équipe, et je tiens à les nommer, Madame Tapon, Madame Mosner, Madame Thibault, ont envisagé, il y a maintenant 1 an, de travailler sur la question du harcèlement et de la problématique des réseaux sociaux. Et nous avons créé des outils de prévention avec ces fameux podcasts que nous avons mis à disposition de plus de 3000 élèves. Alors c'est vrai, on va y revenir dans quelques instants. Avec l'éducation nationale, est-ce que vous avez des relations directes et particulières ? Nous avons des relations avec la direction diocésaine et l'éducation nationale. Nous avons un certain nombre d'actions partenariales. On pourrait
parler des ateliers droits et devoirs, de l'audience fictive du tribunal pour enfants, des opérations prévention-contrôle stupéfiants dans les établissements scolaires, et dernièrement, depuis l'automne dernier, la mise à disposition de ces trois podcasts, 3 histoires tirées de faits réels que nous avons eu à gérer au parquet des mineurs de Reims. Justement, Alexis Claudrette, vous avez suivi bien sûr toutes ces affaires sur le terrain, et vous avez d'ailleurs rencontré avec d'autres journalistes stagiaires d'ailleurs de RCF, le recteur de l'Académie de Reims, Olivier Branduy. Effectivement, c'était nos drôles de thèmes, comme on les a appelés, qui s'y étaient rendus pour suivre justement la présentation du podcast de lutte contre le harcèlement scolaire qui a été mis à disposition des écoles rémoises. On écoute le recteur de l'Académie de Reims, Olivier Branduy. On travaille à tout ce qui peut à un moment donné guider l'expression. Le respect, la dignité, l'égalité, enfin les valeurs de la République qui, elles, sont tellement générales, mais tellement précises également qu'elles vont complètement modifier le comportement si elles sont bien passées. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur la prévention. Et en fait, l'interaction avec les réseaux sociaux en elle-même, on peut l'aborder, mais on va l'aborder dans le cadre vraiment de la démarche citoyenne, de la démarche de responsabilité à laquelle on forme chacun de nos jeunes futurs citoyens. Réaction, Mathieu Bourrette, vous qui êtes le procureur. Bien, moi, je remercie le recteur, l'inspecteur d'académie et leurs équipes pour avoir été aussi disponible à partir du moment où on a présenté ce projet qui s'est voulu un petit peu original, puisqu'a priori on n'attend pas nécessairement le parquet dans la fabrication de podcasts, et ils ont été extrêmement réceptifs, et nous sommes allés avec mon équipe à 2 reprises dans les établissements scolaires voir comment les enseignants s'en étaient emparés, et c'est assez remarquable. Monsieur le procureur, on a l'impression parfois que d'une institution à l'autre, on se renvoie là-bas. L'éducation nationale dit c'est pas nous, ce sont les réseaux sociaux. Comment vous vous y retrouvez en tant que procureur, à qui vous allez vous adresser? Est-ce que vous aussi vous faites la chasse sur les réseaux sociaux à certains qui dépassent les bornes? Moi je dis jamais c'est pas nous, je dis c'est ensemble. Je veux dire par là qu'en matière de prévention, tous les travaux qu'on a pu mettre en œuvre, on les a mis en œuvre de manière partenariale et collective. Et en matière de répression, que ce soit la lutte contre le harcèlement, le trafic de drogue, les violences, les atteintes aux biens, on pourrait multiplier les sujets. Demain, l'environnement, sans doute. Là aussi, c'est un travail collaboratif, interactif avec d'abord les forces de l'ordre, je l'ai dit, mais aussi un certain nombre d'autres partenaires comme les administrations. Justement, Alexis, vous avez aussi sur le terrain recueilli un certain nombre de témoignages et de responsables. Effectivement, comme le soulignait monsieur le procureur de la République avec son équipe, notamment Floriane Tapon qui est substitut, la création de podcast, elle nous avait été présentée, c'était en fin d'année 2022, en novembre 2022. Floriane Tapon qui explique un petit peu les dangers via les réseaux sociaux. On a présenté ce projet à l'inspection académique et à la direction interdiocésaine avec finalement déjà cette idée d'outils qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire les podcasts, avec déjà cette idée de reprendre des procédures qui avaient été diligentées sur le ressort de Reims. Maintenant, il a fallu qu'on se mette d'accord finalement sur un petit peu le contenu qu'on pouvait utiliser pour que ça soit approprié, notamment pour les plus jeunes élèves, CM1, CM2 et collégiens. Donc, la méthode de travail a été finalement assez simple. Nous, on a créé, en prenant en compte finalement le cahier des charges, un petit peu si je peux dire, et ensuite les podcasts ont été présentés à la direction interdiocésaine et à l'inspection académique pour que ceux-ci puissent valider finalement le contenu. Mais finalement, ça a été assez facile parce qu'une fois qu'on avait construit les histoires et qu'on avait bien en tête qu'on le présentait à des élèves, à un jeune public, finalement, on s'est assez facilement prêté au jeu aussi de déconstruire nos procédures pour finalement arriver à une narration assez simple, parfois amusante, essayer de faire des jeux de mots avec les prénoms, etc. Parce que c'était aussi important de pouvoir un petit peu captiver l'attention aussi de ces élèves, ce qui n'est pas forcément chose aisée. Floriane Tapon, substitut du procureur, c'est-à-dire substitut de Mathieu Bourrette qui est avec nous en direct aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne réalise pas toujours dans l'opinion l'investissement que la justice met, les efforts que la justice conduit avec les autres institutions, en particulier sur les réseaux sociaux.
C'est un des aspects. Je vous remercie de souligner à la fois le travail qu'a fait Madame Tapon, qui n'est pas mon substitut, mais substitut du procureur de la République. Et le fait que nous travaillons dans un certain nombre de domaines. Il est d'ailleurs normal d'être critiqué sur le travail que l'on fait. Nous essayons de le faire de la manière la plus honnête possible, en admettant que nous puissions aussi ne pas tout réussir. Monsieur le procureur, quelques questions qui viennent toujours dans l'actualité et qui ne s'adressent pas forcément au procureur de Reims, mais de façon générale à la justice. On dit mais la justice est lente, il y a beaucoup de dossiers, ça met du temps, ça n'est pas traité rapidement. On retrouve parfois, alors que quelqu'un a été pris par la police, presque en flagrant délit, mis en garde à vue, puis on le retrouve dans la rue quelques heures ou quelques jours après. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui ne sont pas forcément uniquement à Reims, hein ? On a parfaitement le droit de critiquer le fonctionnement du système judiciaire, et il est évidemment imparfait. C'est vrai que dans un nombre conséquent de situations, on va nous trouver longs, mais pour pouvoir démontrer la matérialité d'une infraction ou son imputabilité, parfois, il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est vrai qu'on est complexe, mais la complexité, c'est aussi ce qui fait le respect des droits des parties, des droits de la défense, et qui évite finalement une forme d'arbitraire. Je ne sais pas si nous sommes insuffisamment sévères. Je sais simplement que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Reims à ce matin est supérieur à 130%, et que je n'ai jamais autant présenté devant les juges que des gens au cours de l'année dernière écoulée. Voilà les éléments objectifs que je peux donner, mais après, il faut bien entendre une chose. Pour chacun, c'est pas un des 23 000 dossiers que mon parquet a traité l'année dernière qui est important. C'est le dossier de la personne qui a été victime de cambriolage, de violence, d'outrage, de dégradation qui est important. Et il faut entendre évidemment ce type de critique. Et dans certains quartiers, sans, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot à la mode, stigmatisé, est-ce que vous avez noté une montée des violences ou des questions, c'est vrai à Reims, c'est vrai à Charleville-Mézières, c'est vrai dans toutes les villes de France, ou est-ce que finalement, c'est pas les médias qui en rajoutent un petit peu ? Je crois que malheureusement, depuis quelques années, la violence n'est pas qu'un sentiment, mais une réalité à laquelle nous faisons face. Et je l'ai dit, depuis un mois, je n'ai jamais enregistré autant de meurtres, tentatives de meurtre et assassinats que depuis 7 ans. Je ne suis pas sociologue, je n'ai pas les outils et je n'ai pas la légitimité pour pouvoir expliquer quelles en sont les raisons. J'essaie modestement, avec mon équipe et les forces de l'ordre, de pouvoir le traiter localement. Je crois que les phénomènes ont de multiples causes. Certaines sont inhérentes à la manière dont nous pouvons être amenés à vivre, dont individuellement chacun peut être amené à vivre aussi. D'autres sont plus structurantes par rapport à des thématiques comme celle des trafics ou des guerres de groupe, par exemple, qui ont sans doute moins à voir avec le mal-être individuel dont on peut parler dans notre société. Et dans certains quartiers et dans certaines villes, pas forcément encore ni à Reims, ni à Charleville-Mézières, ni dans la région, on parle de l'état de droit, on se dit à certains quartiers où même la police ou les pompiers hésitent quand même à intervenir parfois. Je puis vous assurer que les forces de l'ordre et la justice passent sur l'intégralité du ressort judiciaire de Reims, que nous ne sommes pas que vigilants, nous sommes aussi vigilants, nous savons être préventifs, et je crois que nous savons aussi être répressifs. Mathieu Bourrette, on pourrait évoquer, il nous reste quelques minutes, mais on les a déjà plus ou moins abordés, le tribunal pédagogique droit et savoir, droit et devoir. Peut-être on va l'écouter, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est important peut-être, Alexis ? Effectivement, c'est un exercice qui a souvent été renouvelé, mais il y a eu beaucoup de pédagogie de la part du parquet, notamment auprès des plus jeunes, on l'a vu avec le harcèlement via les réseaux sociaux, etc. Il y a aussi eu ce genre d'atelier qui permettait de simuler un tribunal. Floriane Tapon, substitut du procureur. En matière de droit,
parce qu'il est important que chaque mineur, notamment des mineurs victimes, puisque ce volet-là aussi a été étudié avec les élèves, puissent connaître leurs droits, puissent connaître les démarches ou les acteurs auprès desquels ils peuvent faire des démarches. Et de voir aussi, parce que pour ces jeunes élèves, pour ces citoyens, ces futurs adultes, futurs citoyens, il est extrêmement important aussi de leur expliquer, de leur apprendre ce qu'est la loi, ce qu'est une infraction pénale, ce qu'est le procureur, le parquet, le juge, pour que ceux-ci aient une appréhension du monde de la justice et plus spécifiquement de la justice des mineurs et ce qu'ils encourent en tant que mineurs, en tant qu'enfants, ils violent la loi pénale. Voilà, c'était Floriane Tapon, substitut du procureur de la République. Vous vouliez ajouter, Mathieu Bourrette ? Oui, je crois qu'il est très important de travailler en matière de prévention sur les enfants lorsqu'ils sont encore très jeunes. Et un certain nombre d'actions que nous avons menées en partenariat, nous avons vraiment souhaité travailler, et c'est un peu une originalité, sur les enfants qui sont encore en classe de CM1, CM2, puisque je crois que c'est, même si parfois il faut utiliser des outils plus simples, c'est à cet âge-là qu'on peut véritablement commencer à les sensibiliser sur un certain nombre de sujets pénaux pour qu'il n'y ait pas par la suite de passage à l'acte ou de situation de victime. Il nous reste très peu de temps, monsieur le procureur, dans cette émission. Je sais que, et vous l'avez souhaité, et nous-mêmes, bien sûr, nous avons convenu ensemble de ne pas aborder de façon très personnalisée cet entretien au moment où, après 7 ans, vous allez quitter la ville de Reims pour d'autres fonctions. Nous serons informés certainement début juillet d'une nouvelle nomination pour vous. Mais quand même, sans revenir sur votre parcours, vous disiez Reims pendant 7 ans. Vous pouvez quand même, monsieur le procureur, dire un petit peu ce que vous avez, votre ressenti de la ville, des gens que vous avez rencontrés, des institutionnels dont nous avons parlé. Vous me permettrez de parler au présent, puisque ce n'est qu'au présent que j'ai envie d'évoquer les choses. C'est une ville que j'aime énormément. Je travaille avec nombre de partenaires et cette ouverture, cette interaction quotidienne avec ces partenaires font l'effervescence de mon quotidien. Et c'est important, vous l'avez dit, de l'entretenir. Et par exemple, avec les abus sexuels dans l'Église, les formations qui étaient prévues en juin, qui se dérouleront sans doute en octobre avec votre successeur ou dans d'autres cadres, en particulier avec tous les adultes qui s'occupent des jeunes dans des week-ends, dans des associations. L'avantage de la justice, c'est qu'il y a un principe de continuité. Et c'est ce qui permet aussi de continuer à construire. Je crois que c'est un élément d'importance. Et on aura l'occasion de vous retrouver. Alexis, une petite conclusion, parce que vous avez rencontré vous aussi à plusieurs reprises sur le terrain très souvent. Très souvent, régulièrement. À chaque fois qu'il y avait des conférences de presse ou des rencontres. Et puis l'actualité qui était quand même très chargée et très nourrie ces derniers temps. Moi, un remerciement à titre personnel, en tout cas, c'est qu'il a toujours ouvert les portes du tribunal, et que ce soit, je pense notamment nos stagiaires sur des affaires très importantes où il y a beaucoup de monde qui viennent, etc. Et c'était pas forcément évident de pouvoir accueillir tous les médias. Et ça a toujours beaucoup de pédagogie à la fois au sein du tribunal et à la fois au sein du public rémois, mais aussi au sein des médias qui viennent accompagner parfois avec les stagiaires, etc. Et c'est pas toujours évident lorsque l'on est procureur, lorsque l'on parle justice sur des thématiques aussi complexes, de savoir les mettre à niveau, de les vulgariser pour en parler à un stagiaire de 3e qui nous accompagne en conférence de rédaction, etc. Et Mathieu Bourrette nous a toujours très bien accueillis, donc pour ça un grand merci. Merci, bien sûr ce merci je le partage, j'allais dire, on l'a démontré dans cette émission, on est très heureux de vous accueillir et de nous avoir permis tout au cours de ces années à ouvrir grandes les portes de la justice qui a joué la carte de la transparence. Bien sûr vous étiez amené à ne pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment, mais en tout cas merci beaucoup, merci Mathieu Bourrette d'avoir été avec nous au cours de cette matinale spéciale. Merci à vous de votre accueil et de votre écoute. Et bientôt, peut-être un jour, sur RCF. Au revoir.